On va voir comment tout ça va se passer. Je voudrais une question, enfin, à partir de ce que Blandine Kriegel a écrit et nous a dit aujourd'hui, je voudrais vous poser une question à partir de votre expérience, parce que je sais que vous avez un rapport assez étroit avec ce qu'on appelle le printemps arabe. Quand j'ai essayé de vous contacter la dernière fois, vous étiez en Libye, Kadhafi était encore vivant, je pense. Vous m'avez raconté que vous rencontrez des gens qui viennent de la Syrie, des opposants qui viennent de la Syrie. Ce mouvement qui date maintenant d'1 an, si on le lit à partir de la République, de ce que la République moderne permet par sa loi, présente un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a, Blandine Kriegel a écrit, a parlé du droit à l'insurrection. Quand le prince devient despote. Et on pourrait penser que c'est ce qui se passe dans les pays arabes. Sauf que, telles que les choses commencent à se réorganiser en Tunisie et en Égypte, pour le moment par exemple, on a l'impression qu'au bout de tout ça, il n'y aura pas de démocratie, ni une république. Enfin, la question est posée à toutes les deux. C'est pas la première fois dans l'histoire que ce problème se pose, puisque Hitler aussi a été élu il a pris le pouvoir dans une démocratie. Donc, voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez à partir de cette idée-là, du droit à l'insurrection. Enfin, je pense que dans le livre, quand même, tel que ça se présente dans la théorie de Baudin, je pense, quand même, il y a une limite. C'est pas donné à tout le monde de participer à l'insurrection. Permettez, oui. Vous brûlez la politesse. Je voudrais vous répondre sur ce point. C'est très intéressant ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les pays arabes, le printemps arabe. Parce que c'est la démonstration par A plus B qu'un soulèvement démocratique, qu'une revendication démocratique, parce que c'est bien certain qu'il y ait un soulèvement démocratique et une revendication démocratique, par elle-même, par soi seule, ne conduit pas nécessairement à mettre en place un état de droit. Vous voyez, là, on a la démonstration par A plus B. Bien entendu, comme dans les révolutions de 1848, il y a eu une grande insurrection démocratique qui a balayé l'Europe en 1848. Au lendemain de cette insurrection, vous avez eu un retour en force des forces réactionnaires de l'Europe métternicienne. Voilà. Bon, alors là, on peut dire que c'est la même chose. Mais sur le plan de la philosophie politique qui m'intéresse, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Isabelle Durand. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande focalisation de toute l'opinion publique, à juste titre, sur la nécessité, n'est-ce pas, de contrôler démocratiquement les pouvoirs et de développer la démocratie participative. Ça, c'est la grande, si vous voulez, le grand projet que nous avons. Et il est juste, il est juste. Mais il n'est pas la même chose au fond, la question de l'état de droit. Et celle-là, nous la traitons aujourd'hui entièrement par prétérition. C'est ça que je trouve très inquiétant, vous voyez, pour l'Europe. C'est-à-dire que l'avance politique de l'Europe, car il y en a eu une, il y a eu une avance politique de l'Europe qui, comme vous l'avez dit très justement, nous est enviée par tous les pays qui ne l'ont pas connue. Mais cette avance n'est pas seulement une avance démocratique, n'est-ce pas, c'est une avance d'un état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit républicain? C'est un état, effectivement, où la force de l'État, la puissance de l'État permet aux gens de vivre en paix et avec des droits personnels et des droits individuels. Et le gouvernement du peuple, parce que la démocratie, c'est ça, le gouvernement du peuple, je suis tout à fait d'accord avec l'exemple que vous avez donné, quand Hitler est venu au pouvoir en 1933
quand l'Assemblée législative française, n'est-ce pas, a voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'était parfaitement démocratique dans un cas comme dans l'autre. Et le lendemain, et Hitler d'un côté et Pétain de l'autre remettaient en cause la République de Weimar et la République française. La Troisième République, elle était finie. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important, et moi je vous remercie d'y prêter attention, chère Isabelle Durand, c'est très important aujourd'hui de faire un peu de philosophie politique, de faire un peu de philosophie politique, de savoir que quelque chose qui nous paraît naturel comme l'air que nous respirons, c'est-à-dire nous sommes dans un état de droit, nous nous promenons librement, on ne peut pas nous prendre notre vie, nous ne pouvons pas devenir esclaves, on a le droit à la sûreté, on a le droit à la liberté de conscience, on a l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est l'état de droit, c'est pas de la démocratie. Et oui, c'est l'état de droit. Et parfaitement, un mouvement démocratique, un mouvement populiste démocratique, comme il y en a tant, vous les avez évoqués, peut parfaitement détruire ça. Et c'est pour détruire ça. C'est pour ça que moi, je réfléchis à ça tous les jours. Parce que ça, ce noyau-là, est menacé aujourd'hui. Il est menacé. Je suis parfaitement d'accord. Et je voudrais, pour répondre à votre... Enfin, répondre, je ne crois pas que j'ai la réponse, mais enfin, pour vous donner mon avis sur la question que vous posez sur... en effet, ces mouvements sont des mouvements populaires de libération contre des dictatures réelles. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais en Libye, il y avait vraiment, c'était juste après la chute de Kadhafi, puis encore après sa mort, et il y avait vraiment une espèce de comment dire, je ne vais pas dire hystérie, mais enfin une espèce de joie partagée des hommes, des femmes dans les rues, quelque chose d'extrêmement fort. Bon, en attendant, c'est évidemment pas du tout la garantie de l'installation d'un état de droit. Et la grande difficulté, vous l'avez dit, c'est de voir des mouvements conservateurs, voire extrémistes, islamistes et autres, s'emparer à la faveur d'élections, certes, mais s'emparer du pouvoir avec une population qui a une grande soif de pouvoir aller voter et qui n'est pas habituée ou qui ne connaît pas le pluralisme, la question des partis politiques. Et alors là, on est dans des choses extrêmement difficiles. Moi, je crois que dans ces pays, pendant encore 10 ou 20 ans, on va avoir des soubresauts pas faciles. Comme d'ailleurs on en a eu dans les pays de l'Est, en Est de l'Europe, et encore aujourd'hui parfois en son propre sein. Voilà ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé avec les frères Kaczynski, des choses comme ça. La Pologne a eu, juste après son adhésion à l'Union européenne, des soubresauts qui n'étaient pas du tout pro-européens, qui étaient plutôt le contraire. Je pense que ça met, et c'est marrant parce que au moment des printemps arabes, c'était la présidence polonaise de l'Union européenne, et donc on se retrouve avec des Polonais. Et dans un dîner, et le secrétaire d'État aux affaires européennes de la Pologne, un homme absolument passionnant, qui m'expliquait, il dit, mais attendez, chez nous, il a fallu 15 ans, 20 ans, avant que quelque chose ne puisse éventuellement... Il ne suffit d'ailleurs pas, quand on adhère à l'Union européenne et qu'on fait, comme on dit, on transcrit dans le droit polonais le droit européen. Et alors, après ça, il faut le garantir. Il faut en garantir la mise en œuvre, il faut en garantir le respect, il faut garantir que ce droit et que ces droits soient appliqués, comme vous les avez cités. Et là, je dirais, on est parfois encore loin du compte dans certains pays européens, et je pense que dans les pays, aujourd'hui, en Tunisie, en Libye, ne parlons pas de la Syrie où les questions sont encore, et en Égypte, on est encore loin du compte. Et je vous donne une petite anecdote assez... Parce qu'au fond, ces gens sont terriblement démunis aussi, peut-être un peu moins en Tunisie, devant la responsabilité qui est la leur de construire ça. Je ne vais pas dire à partir de rien, mais à partir de pas grand-chose. Non qu'ils n'aient pas d'histoire, évidemment qu'ils ont une histoire, mais que 40 ans ou 50 ans d'oppression, l'absence de société civile, l'absence de psychanalystes, de gens qui ont, je dirais, à cœur la liberté ou la libre conscience, le libre examen, la capacité d'être debout, etc., fait qu'on a une société qui a beaucoup de mal même à se penser ou à se projeter dans ce qu'elle pourrait être. Et quand on discute par exemple avec des gens qui sont les futurs constituants, que ce soit en Libye ou en Tunisie, ils ne savent pas par où commencer. Enfin, je disais parfois, assez étonnant, comment est-ce qu'on fait pour organiser un parlement dans lequel on a un parti qui a gagné 40% des voix et qu'on a des petits partis qui en ont gagné respectivement 10, 14 et 21, et qu'on doit faire quelque chose qui ressemble à du pluralisme démocratique dans un parlement. Celui qui a gagné, il dit j'ai gagné, et comme j'ai gagné, c'est moi qui prends le pouvoir. Ben non, dans un parlement, c'est pas comme ça que ça marche.
Et donc il y a vraiment aussi, je dirais, une construction là, qui est extrêmement particulière et sur laquelle je pense que l'Europe a une très très grosse responsabilité pour accompagner, tant que faire se peut, quelque chose qui ne va pas être facile, qui ne va pas nous réserver que des bonnes surprises, mais qui est le destin que ces gens ont pris en main et qui ne pouvons faire autrement que de respecter la prise en main avec les éventuels dérapages qui adviendront peut-être pendant les 5, 10, 15 ou 20 années qui viennent. Je vais poser encore une question, et je laisse à la salle qui est liée, je pense, parce que vous dites les républiques ne font pas la guerre aux républiques. C'est un fait. C'est un fait, oui, je ne conteste pas. D'accord, mais des pays despotiques font la guerre aux républiques et vice-versa. Et je dirais que, est-ce qu'on pourrait dire que plus il y en a des républiques, plus il y a des libertés, plus le droit de l'homme est diffusé, plus il y en a une réponse despotique dans des pays despotiques. Et même dans des pays démocratiques. Qu'est-ce que je veux dire? L'affaire Rafah. L'affaire Rafah, là on voit bien qu'on s'attaque à la liberté. Comme dit Isabelle Durand, c'est psychanalyste. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rafah? Elle a fait quelques séances de psychodrame. Elle a donné la parole. Elle a donné la parole libre aux gens, l'association libre. Donc là, il y a, on voit que le pouvoir tracte, un chef tracte ça et la met en prison. Finalement, dans les pays démocratiques, nous avons un petit peu l'équivalent. C'est-à-dire que je dirais que l'affaire Rafah, c'est la vérité de ce que nous appelons l'éthique de l'évaluation. De l'évaluation. Ah, vous n'avez pas suivi ça avec nous, mais tout ce qui est, nous qui font un travail clinique, nous devons rendre compte régulièrement, ou de plus en plus, de ce que nous faisons, y compris dévoiler par exemple nos dossiers, ou bien raconter ce que nous faisons, ce qui se dit en séance, ou bien soumettre nos résultats aux statistiques. C'est toute une série de choses qui nous étouffent. Je peux me répondre. Oui, oui. Parce que vous posez deux questions différentes, me semble-t-il. La première, c'est au fond le rapport entre les sociétés, si vous voulez, disons les républiques démocratiques et les sociétés despotiques. Alors, malheureusement, je vous dirais que la dernière considération philosophique approfondie de cette relation, elle est assez ancienne parce qu'en fait, on la doit à Kant. Depuis Kant, à mon avis, il n'y a pas, c'est-à-dire depuis l'histoire, l'idée pour une histoire au point de vue cosmopolitique, le traité de perpétuel, il n'y a rien eu de mieux, si vous voulez, sur ce rapport. Alors, qu'est-ce que dit Kant en réponse à cette première interrogation? Il dit, au fond, tant que la République n'est pas universelle, et à son époque, la République était tout à fait minoritaire, eh bien, nécessairement, dit-il, dans les rapports internationaux, il ne peut pas y avoir un droit universel. Dit-il, pas dans son vocabulaire du XVIIIe siècle, il ne peut pas y avoir de droit cosmopolitique. Il y a, disait-il, qu'un droit des gens, c'est-à-dire un droit fondé sur les rapports de force. Les rapports entre États, là où vous avez d'un côté des républiques, de l'autre côté des États despotiques, eh bien, ce sont des rapports fondés sur la force. On en est toujours, disait-il. Il y a un droit, évidemment, mais ce n'est pas un droit universel. Il ne peut pas non plus, d'ailleurs, disait-il, y avoir de droits de l'homme à l'échelle de l'humanité, parce que les droits de l'homme ne sont établis que dans les républiques. Bon. Eh bien, on en est exactement toujours là, sauf que nous avons tout à fait oublié la philosophie du XVIIIe siècle et la philosophie et la réflexion de Kant. Je pense qu'on en est toujours là. Il ajoutait que malheureusement, tant qu'il n'y aura pas un régime républicain à l'échelle de l'humanité, eh bien, on aura des tensions et on aura des possibilités, dans les États républicains eux-mêmes, de retour en arrière. Parce que, disait-il, à partir du moment où on est dans des rapports de force, c'est-à-dire des rapports de guerre, le droit de la guerre, dit-il, demeure, il est supprimé à l'intérieur des républiques, mais il demeure dans les rapports entre États. Eh bien, ça fragilise la pacification dans les républiques.
Ça la fragilise, ça fait remonter, il y a des remontées impériales dans les républiques. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Et alors, pour le deuxième point, donc la remontée, si vous voulez, despotique. Alors, je vous dirais quand même, si vous me permettez, j'espère que je ne vais pas vous offenser, ce que disait Oscar Wilde. Mon Dieu, épargnez-moi les douleurs physiques, je me charge des douleurs morales. Parce qu'il y a quand même une différence. Je suis évidemment contre tout le système, surtout comme professeur, n'est-ce pas, universitaire. Vous pensez ce que je peux attribuer, n'est-ce pas, comme bon point au système d'évaluation. C'est l'abomination. Je suis d'accord avec vous, je préfère l'évaluation que la prison de Damas. C'est une remontée. Voilà. Mais enfin, c'est une remontée analphabète. On voit la vérité de tout ça. C'est une remontée analphabète. On induit, justement, de là une différence de degré à une différence on prend une différence de degré pour une différence de nature. Ce n'est pas bien. Et si ça continuait, ça peut aussi changer la nature des choses. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Comprenez ? Donc, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. Parce que certains nous expliquent que le fait que, au fond, c'est exactement la même chose d'être évalué par des incapables, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit, n'est-ce pas ? C'est que des incapables, des ignorants. Vous savez, quand il y a eu tout le débat sur le fait que les psychologues évaluent désormais les psychanalystes, moi, si vous voulez, l'argument qui me semblait vraiment, la chose qui me semblait vraiment frappante, c'était que pour l'essentiel, n'est-ce pas, des gens qui avaient un DUG et une licence allaient si vous voulez, évaluer les médecins, les agrégés, des doctorants, etc. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Je l'ai vu comme quasiment une guerre de classe. C'était la place populiste. Mais ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on s'en prend aux droits fondamentaux, c'est-à-dire la sûreté, le fait de vous laisser en vie, la liberté de conscience, le fait que vous puissiez penser ce que vous voulez, l'égalité en droit, et la propriété, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Quand on vous dit que c'est la même chose, que nos sociétés ont des aspects despotiques, ont des aspects coercitifs, elles ont tout ça, mais que ça c'est la même chose, n'est-ce pas, que de vous faire de vous un esclave, et que de faire de vous... Non, ce n'est pas... Je n'ai pas dit que c'est la même chose, je dis que c'est la vérité. C'est la vérité qui est derrière. Mais non, c'est pas la volonté de faire taire le... Non, c'est pas la vérité. Enfin bon, c'est pas pareil. Ouais, moi, je ne suis pas, je n'ai pas les mêmes références, mais j'abonde dans votre sens, parce que je pense que confondre le degré et la nature, c'est très dangereux. En politique aussi, d'ailleurs. On fait souvent des amalgames un peu dangereux, et surtout de nos jours, avec une diffusion importante des informations plurielles, on fait des amalgames qui sont extrêmement dangereux sur des vrais dérapages gravissimes et des faits qui constituent peut-être la première phase ou la première marche d'un escalier. Mais je pense qu'il est très très important de différencier la nature de quelque chose et donc quelque chose que vous vivez comme une coercition ou quelque chose qui est désagréable, lourd à porter et qu'il faut sans doute combattre, cadrer, remettre à sa place, à sa juste place, par rapport à la privation première de droits essentiels sur lesquels il n'y a pas à tergiverser. Ces droits-là, il n'y a rien à dire. Et donc les droits fondamentaux, la charte des droits fondamentaux, ça doit être, je dirais à l'échelle européenne, notre Bible, la référence n'est pas très bonne, mais je veux dire quelque chose sur lequel quelque chose sur lequel on ne transige pas, et sur lequel il n'y a justement pas les degrés à ce moment-là ne sont pas... c'est la nature même du droit qui ne peut pas être contesté, y compris quand il est mis en danger. Je ne peux que d'être d'accord et revenir sur ce que j'ai dit. Alors, je passe la parole à la salle. Oui. Peut-être à Maria Pérez, si quelqu'un peut passer un micro.